Bonjour et bienvenue à tous donc pour cette petite vidéo. Voilà, donc en fait j'ai décidé de faire un petit making of, hein, donc une petite vidéo qui montre en gros tout ce qui se cache, hein, derrière l'élaboration d'une vidéo. Donc que ce soit en termes de sélection d'images, traitement de l'image, écriture, correction, mise en page, montage vidéo, élaboration, enfin voilà quoi, tout ce qui se trouve, hein, derrière l'élaboration donc, de chaque vidéo, hein, que j'ai pu effectuer donc pour faire cette analyse d'Akira. Donc je précise, hein, que c'est pas pour me justifier, hein, que j'ai fait cette vidéo, mais juste pour le fun. Voilà, voilà, donc j'espère que vous appréciez. En tous les cas, merci de regarder. Et on commence tout de suite. Donc en premier lieu, je vais commencer par sélectionner les images. En fait, je possède Akira dans une version digitale, hein, donc en fait les 6 tomes de luxe, hein, donc avec toutes les planches originales. Et donc je vais choisir les cases qui m'intéressent, en gros celles que je juge importantes d'insérer dans la vidéo finale. Donc je rappelle que ce making-of est relatif à la 13e vidéo que j'avais publiée, celle qui correspond au début du tome 6. Donc je sélectionne les vignettes, les sauvegarde sur le disque dur. Cependant, à pas mal de reprises, je vais donc devoir faire quelques retouches sous Photoshop, notamment les images qui contiennent des dialogues. Car en fait, voilà, je voulais donc présenter les images dans les vidéos sans aucune bulle. Par contre, donc je laisse tout ce qui est onomatopée. Donc afin d'enlever ce superflu, j'utilise les outils de Photoshop comme la fonction remplir ou l'outil tampon. En règle générale, la fonction remplir est assez efficace, elle fait bien le travail. Il suffit en gros donc de sélectionner la bulle, voilà, d'élargir un peu la sélection. Et après donc j'appelle la fonction remplir, voilà, je peins le pourtour de la bulle, afin donc de remplacer la sélection donc par ce que j'avais pas auparavant. Hein, voilà. À des moments comme ici, donc pour préserver la trame des dessins, en fait je copie donc la trame qui se trouve sur la droite et puis je la colle sur la gauche, hein, et ainsi donc j'obtiens un résultat plutôt sympa. Donc fort heureusement, hein, à de nombreuses reprises, donc dans les cases il n'y avait pas de dialogue, donc ça m'économisait pas mal de travail de retouche. Des fois le fait d'enlever la bulle éliminait du dessin, hein, comme ici sur la manche de Kaori. Donc là, avec l'outil pinceau, je redessine. Voilà, c'est assez grossier, mais ça passe. En règle générale, donc, chaque vidéo comportait entre 400 et 500 images. Donc je répétais cette opération autant de fois qu'il était nécessaire. Lorsque je rencontrais une certaine difficulté, comme ici avec la chevelure de Tetsuo, j'optais directement pour un recadrage. Voilà, c'est plus simple. Et comme ça, je n'ai pas de retouche à faire sur le dessin. Globalement, comme je le disais, il y avait beaucoup de vignettes sans dialogue. Donc là, c'est facile, hein. Je n'ai qu'à faire un recadrage et à sauvegarder. Ensuite, bien sûr, il y avait quand même pas mal d'images sur fond blanc. Donc là, s'il y a des dialogues, il suffit juste de gommer la bulle et le tour est joué. Par contre, donc, toutes celles qui comportaient de la trame ou des lignes parallèles, là, donc, il fallait jouer avec les outils. Voilà, donc globalement, c'est un travail sympa, hein, surtout que mon but était toujours d'obtenir le meilleur résultat. Mon choix se centrait surtout sur les cases les plus importantes visuellement, hein. Il faut savoir qu'à ce moment, je n'ai encore absolument rien écrit. Donc je ne sais même pas ce que je vais écrire. Et donc nous sommes vraiment devant une première sélection assez brute. Généralement, je me limitais en gros à 2-3 vignettes par planche. Par exemple, ici, hein, face au casque de Joker, il m'est difficile de redessiner par-dessus la bulle, hein. Donc là, en fait, je fais un recadrage et le tour est joué. Pour les fonds tramés avec l'outil tampon, on obtient des résultats parfaits. Ici, pour Kai, il a fallu que je le refasse un peu sa chevelure, hein, mais ça va. Rien de bien perturbant, on va dire. Pour les images montrant des lignes courbées, donc là, en fait, je tâche d'effacer les dialogues avec le tampon, mais là, c'est plus compliqué, à cause de la courbure, tout justement. Et le résultat n'est pas aussi bon. Mais bon, voilà, quoi. En gros, comment se passait donc le traitement des images. À pas mal de reprises, il m'a fallu redessiner par-dessus le dessin. En fait, ça, je tâchais d'éviter de le faire au maximum.
Donc le plus souvent, les bulles se trouvaient très souvent derrière les personnages, donc là ça va. Mais parfois, elles étaient devant. Ici par exemple, je ne souhaitais pas recadrer, car j'allais perdre trop d'informations sur l'image. Et vu que les lignes concentriques sont difficiles à reproduire, j'ai donc tout simplement décidé de les enlever. Ce n'est pas très correct de ma part, mais je préférais faire cela que proposer donc une mauvaise retouche. Voilà donc au final, je me retrouvais avec un répertoire bien chargé de quelques centaines d'images. Vu que les planches digitales que je possède n'ont pas une résolution de fou, hein, en gros c'est du 843 par 1200 pixels, donc c'est pas faramineux, et donc toutes les vignettes que j'ai sélectionnées ont une résolution encore moindre, hein, on arrive à du 400 ou du 500 pixels, mais des fois beaucoup moins, avec du 150 pixels, ce qui est très petit, et donc pas trop exploitable. Et donc pour pallier à ça, donc je vais faire un rééchantillonnage avec gigapixels, ce qui va me permettre d'agrandir chaque image à 6 fois leur taille. Donc Gigapixel travaille très bien pour ce type de fichier en noir et blanc. Il peut y avoir parfois des problèmes avec la trame, qui peut ressortir un peu floutée, mais globalement le résultat est assez correct. En tout cas, cela me permet d'avoir une image finale d'une résolution supérieure à 1600 pixels, et donc d'être parfaitement exploitable pour la vidéo et aussi pour le PDF. On remarque bien avec cet exemple du stade que la qualité est quand même au rendez-vous, hein, ça reste très propre. Par exemple ici, de nouveau avec Joker, on voit bien la différence de taille, et le résultat de l'agrandissement est plutôt bon. La qualité du trait est bien préservée, la trame ressort bien, bref, c'est quand même assez satisfaisant. Une fois cette première sélection faite, je peux m'attaquer à l'écriture. Donc pour ça, j'utilise le logiciel Antidote, qui est un éditeur de texte simple, mais qui est équipé de correcteurs et de dictionnaires, ce qui est plutôt cool. Donc à gauche, j'ai les planches du manga, et à droite, j'ai Antidote, et je peux commencer à écrire. À chaque début de vidéo, je commençais toujours par la présentation d'une page titre. Là, en l'occurrence, on est avec celle de l'épisode 97. En fait, une vidéo regroupait en gros 8 chapitres. Et je me prenais toujours la peine de présenter 2 pages titres. D'une part parce que ces illustrations étaient toujours de bonne qualité, et je trouvais intéressant de les montrer, mais aussi pour positionner le récit dans sa chronologie, puisque je mentionnais à chaque fois la date de publication de l'épisode en question dans Young Magazine. Je trouvais cette information assez intéressante et sympa à dévoiler. Donc voilà, j'écris l'analyse en scrutant chaque planche, chaque case, afin de me concentrer à la fois sur le fond et sur la forme. Comme je vous le disais plus haut, j'ai les pages du manga en version originale. Donc je devais traduire chaque vignette. Et pour ça, j'utilise l'application Android Scanner de texte, qui est en fait un OCR. Donc en gros, je prends la photo avec ma tablette, donc de la bulle où se trouve le dialogue, et automatiquement il me la convertit en caractères. Ensuite, j'ai plus qu'à exporter le texte vers Google Translate et j'ai la traduction du dialogue. Quand j'ai commencé l'analyse, cette application était gratuite, mais entre-temps, donc elle est devenue payante, sous forme d'un abonnement annuel de 5 €. C'est un petit coût, mais elle fonctionne vraiment très bien, et donc ça en vaut la peine. Et même malgré la faible résolution des images, il arrivait toujours à retranscrire les idéogrammes parfaitement. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour la traduction, comme je vous le disais, donc j'utilise bien sûr Google Translate, mais aussi DeepL et Reverso. Bien évidemment, même si cela faisait plus de 25 ans que je n'avais pas lu Akira, je me rappelais très bien de chaque dialogue, mais je préférais me baser sur les écrits originaux et de les traduire directement. Donc en fait, je prenais en photo la bulle avec la tablette, scanner de texte me convertissait ça en caractères, et j'exportais le tout sur Google Translate. Ensuite, de retour sur PC, j'avais le texte disponible sur Google, que je pouvais ainsi copier sur DeepL et Reverso, afin d'avoir d'autres versions de la traduction, et donc avoir un jugement plus objectif. Généralement, pour les petites phrases, ça allait. Les traducteurs étaient souvent tous d'accord entre eux. Donc voilà comment se passait l'écriture. Une rédaction entrecoupée par des phases de traduction, la vision des planches et la recherche du mot exact. Comme on le voit, grâce à Antidote, j'ai accès à un dictionnaire des synonymes, ce qui me permettait en direct de trouver le mot qui me correspondait le mieux. Très souvent, je replongeais un peu dans mes archives afin de voir ce que j'avais écrit antérieurement. J'aimais bien de temps à autre faire des références au passé du manga,
Comme ici par exemple, je regardais si la phrase du colonel était bien la même que celle mentionnée durant le délire de Tetsuo. C'était toujours très important ces petits retours en arrière afin de donner une cohésion à l'ensemble des écrits. Donc une fois la rédaction du chapitre terminée, j'allais sur le correcteur d'Antidote qui me montrait les fautes d'orthographe et les problèmes de ponctuation. Mais surtout, il me montrait les répétitions. Ça, c'était vraiment une super fonction. Comme on le voit sur l'image, tous les mots marqués anciens sont des répétitions. Et donc, grâce au dictionnaire des synonymes, je recherchais le mot juste et évitais ainsi à mon texte d'être trop rébarbatif. Voilà, donc ensuite je continue la rédaction de l'analyse, toujours entrecoupée par les photos des bulles pour en faire la traduction. Donc le plus souvent entre Google Translate et DeepL, ma préférence allait pour ce dernier, que je trouvais plus fiable et plus correct. Donc après pas mal de textes rédigés, donc en gros à chaque fois que j'avais rédigé en gros un ou deux chapitres, j'allais sur InDesign afin de faire la mise en page du PDF. Donc je copie l'intégralité du texte que je venais d'écrire et le copiais dans mon document InDesign. Donc j'effectuais les modifications en rajoutant les espaces insécables, notamment ceux qui figurent sur les deux points, les points virgules, les guillemets, points d'exclamation et points d'interrogation. Et après donc j'y incorporais les images correspondantes afin de faire la mise en page, en faisant toujours en sorte que chaque visuel avoisinait son texte référent. Donc on voit bien que toutes les illustrations que j'avais agrandies au préalable pour la vidéo, elles me servent aussi pour le PDF. Au niveau du cadrage, donc j'essaye toujours de varier un peu dans la composition, en mettant des images en mode portrait ou en mode paysage. Notamment quelques images aussi qui prennent toute la largeur de la page. Ça permet de rendre la lecture moins monotone. Et je tâche aussi de varier le contenu de chaque image, afin qu'il n'y ait pas trop de répétition dans l'apparition des personnages. Après cette petite pause mise en page, je retourne à l'écriture du chapitre suivant. Comme vous le voyez, je suis toujours dépendant du dictionnaire, afin de sans cesse trouver les mots justes, et aussi des épisodes antérieurs, afin de tout mettre en relation. Comme ce visuel de Tetsuo en train de muter, qui nous fait automatiquement penser à lui le jour de sa naissance. Je me replonge aussi dans mes écrits passés, afin de les réutiliser, et ainsi donner une certaine cohérence et cohésion à l'ensemble de l'ouvrage. Ensuite, lorsque je me retrouvais face à un long dialogue entre plusieurs personnages, comme ici lorsque Kaori rencontre Migite à l'intérieur du stade olympique, en fait je prends en photo toutes les bulles du dialogue, les convertis en caractères avec scanner de texte, et je copie l'ensemble sur OneNote. Donc ici, je ne fais pas une traduction à l'instant, mais regroupe l'ensemble du dialogue, je le sauvegarde dans le cloud, et après donc je retourne sur PC, je récupère donc tous les textes, et je fais une traduction globale. Donc depuis OneNote sur PC, je récupère donc tous les textes, et le colle sur Google Translate ou DeepL, afin d'en avoir une traduction complète. Et ainsi, je peux continuer l'écriture avec plus de fluidité. À des moments, lorsque j'avais quelques disparités dans les traductions, ou lorsque je souhaitais vraiment une traduction précise, je faisais appel à un contact Twitter que j'avais, Meru. Une personne que je ne pourrais jamais assez remercier pour sa disponibilité et sa gentillesse. Donc Meru est parfaitement bilingue, il habite à Tokyo, et suivant l'horaire à laquelle je le sollicitais, il me répondait avec plus ou moins de délai. Dans ce cas présent, au sujet d'une phrase mentionnée par l'un des sbires de Migite, il m'a répondu assez rapidement, ce qui était génial. En l'occurrence, ici, il me demande de lui envoyer la planche correspondante afin de connaître un peu le contexte et ainsi me fournir une traduction assez précise. Donc je lui envoie et il me répond sur le champ, ce qui est vraiment génial, car comme ça, je peux poursuivre mon écriture sans coupure. Et toujours, Meru me fournissait une explication très claire de la chose, une traduction vraiment impeccable. Donc je me répète, mais merci infiniment Meru, durant toute l'écriture, tu as été réellement mon ange gardien, mon sauveur. En tout cas, je l'aurais énormément embêté, et toujours il leur a répondu présent. Vraiment, merci. Merci Meru pour tout. Ainsi, grâce à lui, donc, je pouvais mettre en toute confiance ces traductions dans mon texte final, et être sûr d'être dans le correct au niveau donc, des interprétations. Comme à chaque fois, donc, une fois la rédaction d'un épisode terminée, je lance la correction orthographique et modifie chaque mot afin d'éviter les répétitions. Et ainsi, j'améliore le texte final. Après avoir écrit donc pas mal de chapitres, je copie tout ça sur InDesign afin de poursuivre la mise en page.
C'est sympa de procéder comme ça. En fait, cela m'évitait d'être toujours concentré sur une même tâche. Et ça me permettait ainsi de varier. Un peu d'écriture par-ci, un peu de mise en page par-là, etc. Ici, par exemple, on constate que je n'avais pas sélectionné ces deux images lors de la première sélection. Donc je les récupère, les agrandis avec gigapixels afin de les mettre dans la composition finale. Comme je disais, donc tout se conforme en direct, suivant la rédaction. S'il faut que j'apporte des modifications, car les écrits le demandent, et ben donc j'effectue ces modifications. Une fois que j'ai écrit donc tous les chapitres qui conforment la future vidéo, je crée un PDF depuis InDesign. En fait, donc ici, donc voilà, le logiciel donc me reconfectionne l'ensemble du livre mis à jour. Et je peux commencer les corrections. En règle générale, donc j'effectue les corrections à l'extérieur, dans un bar, en train de siroter un café. J'ouvre le PDF avec la tablette et je corrige au stylet, à l'encre rouge. Très souvent, ce sont des fautes de style, mais il y a aussi beaucoup de rajouts à effectuer. Sur la tablette, j'ai aussi un dictionnaire, le Petit Robert, qui est pas mal, et qui propose aussi donc, un dictionnaire des synonymes, ce qui reste toujours très très important. Donc voilà, je relis le texte, y apporte les corrections nécessaires. Comme on peut le voir ici, il y a énormément de rouge sur chaque page, ce qui est normal, vu que c'était la première correction. Là, il y avait beaucoup donc à améliorer et à retravailler, et surtout beaucoup de rajouts. Généralement, j'effectuais toujours une correction le lendemain de l'écriture, afin de relire le texte avec une certaine fraîcheur, une certaine neutralité, on va dire. Et voilà, donc la correction est effectuée, je retourne chez moi. Donc là, j'avais la tablette allumée avec le PDF bien visible d'un côté et Antidote de l'autre, et je reporte donc les corrections sur le fichier original. Donc là, j'obéissais clairement à ce qui se trouvait sur le PDF. J'effectuais les corrections telles quelles, sans rien y apporter d'autre. Et de nouveau, donc je relance le correcteur d'Antidote, effectue les modifications nécessaires, je minimise les répétitions. Comme le texte a subi pas mal de corrections, je le recopie de nouveau sur InDesign afin de peaufiner la mise en page. Toute cette démarche pourrait sembler un peu rébarbative et ennuyeuse, mais en fait je le souhaitais ainsi. Peut-être qu'il aurait été plus judicieux de faire la mise en page une fois l'écriture intégralement terminée, mais en fait je souhaitais sans cesse retourner sur InDesign afin de sans cesse améliorer l'apparence du PDF final. Et donc y retourner régulièrement me permettait tout justement d'apporter ces améliorations, de façon constante et progressive. Au final, ceci n'aura fait qu'enjoliver le résultat final. Donc là, je me relance dans une nouvelle correction. Et de nouveau, beaucoup de rouge sur les pages. En fait, les corrections, c'est un peu comme un processus éternel, qui ne se finit jamais. Mais bon, c'est très important de dédier du temps à ça. Car même s'il y aura toujours des fautes, il faut réduire leur présence le plus possible. Et ceci ne peut s'obtenir que par des lectures répétitives et répétitives. Je crois que pour cette vidéo, j'avais dû faire au moins 6-7 corrections, ce qui est assez énorme. Car en fait, en règle générale, je faisais plutôt entre 5 et 4 corrections. Et comme après chaque correction, il faut que je refasse la mise en page, il y a des moments, je changeais la composition. Tout ceci me permettait d'être en fait plus exigeant quant à la forme finale du PDF. Donc ensuite, une fois le texte bien rédigé et bien corrigé, je me rendais sur Premiere Pro afin de mettre en place les premiers jets de la vidéo. Dans un premier temps, j'importais donc toutes les images que j'avais agrandies auparavant dans mon projet, et je commençais donc l'élaboration du slideshow. En fait, donc je fais défiler les images, soit de façon horizontale, soit de façon verticale, suivant leur résolution. Donc ici, on peut voir que grâce au rééchantillonnage, j'ai réussi à avoir une très bonne qualité d'image. Donc toutes les vidéos étaient en HD, donc en 1920 par 1080 pixels, et le résultat final est plutôt correct. Au sujet des mouvements de chaque image, donc si la translation était horizontale, cela allait de droite à gauche, donc afin de correspondre au sens de lecture japonaise. Et si la translation était verticale, cela se faisait donc de bas en haut. Toujours j'essayais de respecter bien ce sens, afin d'éviter de faire des va-et-vient qui pourraient être gênants lors de la visualisation. Ensuite, il y avait quelques zooms ou des dézooms sur l'image, afin de varier un peu sur la composition finale. Donc bien sûr, ceci est un premier jet, mais cela me permettait aussi d'observer les dessins dans leur isolement et dans une certaine grandeur, ce qui me permettait parfois d'y remarquer quelques détails que je n'avais pas forcément remarqués lors de mes lectures. Et donc pourquoi pas
de rajouter du contenu au texte. C'est rarement arrivé, mais cela est arrivé. C'est pour ça que j'effectuais toujours cette première édition vidéo après l'écriture de tout le chapitre qui la composait, afin d'éventuellement tout justement d'apporter ces quelques pistes de rajout. Voilà, et donc je regarde le résultat final pour voir donc si tout est OK. Ensuite, je continue les corrections, toujours depuis la tablette avec le stylet. Comme on le voit, les corrections sont toujours très relatives au texte, mais aussi à sa composition. À des moments comme ici, là, je remarque qu'il faut que je change une image, qui ne me plaisait pas. Donc je la mentionne sur le PDF et comme ça donc je ferai la modification nécessaire. À ce niveau-là, je devais être en gros à la 3e ou la 4e correction, et on constate que j'apporte toujours autant de modifications. En fait, la dernière correction était vraiment celle où il n'y avait quasiment plus de rouge sur les pages. Juste quelques apports sur la ponctuation, sur quelques accents, ou quelques points grammaticaux. Mais tant qu'il y avait beaucoup de rouge sur les pages, je continuais à corriger. Ensuite, une fois le texte bien établi, je l'importais sur Google Text-to-Speech, donc qui est une application directement accessible donc, depuis Google, afin de l'écouter. Donc ça, c'est une phase très importante, car le fait d'entendre nos propres écrits nous permet de déceler pas mal d'erreurs qui nous échappent en fait durant la lecture. En fait, lorsqu'on lit nos propres écrits, en fait, on récite plus qu'autre chose. Par exemple, une faute que j'ai révélée grâce à ce procédé, à plusieurs reprises, c'est par exemple le nom de Tetsuo. En fait, je l'écrivais souvent Tetsuo, j'oubliais le S. Et en fait, donc, lorsque je lis mon texte, en gros, à chaque fois que je vois un T majuscule, pour moi, c'est Tetsuo. Et je ne vais pas au-delà dans la lecture. Et grâce à Text-to-Speech, je perçois ces erreurs tout de suite. Donc les voix qui sont proposées sont plutôt monotones. Mais en fait, c'est une très bonne chose. Et ça nous permet en fait de remarquer immédiatement toutes les erreurs de frappe. Même parfois, on peut même décerner les problèmes de ponctuation. Ça, c'est vraiment génial. C'était alors un Udon qui pointait sur son être. À cette époque, numéro 41 avait provoqué Kaneda dans cette posture. Au début du récit, à l'époque où Neo Tokto resplendissait de 1000 feux, nous fûmes... Voilà, donc par exemple, ici, on a très bien entendu Neo Tokto. En fait, pour moi, lorsque je lis Neo, je ne porte aucune attention au Tokyo qui le suit, en fait. Pour moi, dès qu'il y a Neo, c'est Neo Tokyo, quoi. Et donc, je passe à côté d'éventuelles erreurs. Et donc, grâce à Text-to-Speech, je peux déceler ce genre d'erreurs et donc faire les corrections adéquates. Et à chaque écoute de mon texte, en fait, je parvenais toujours à apporter pas mal de corrections. Donc, très important d'écouter son texte. Voilà, après donc ce passage nécessaire, je poursuis les corrections au stylet et on constate que les manques sont toujours très présents. À des moments, lorsque j'avais pas mal de texte à rédiger et que je n'avais plus trop de place sur le PDF donc pour rajouter les quelques mots en rouge, donc j'utilisais l'application Nebo qui me permet en fait d'écrire à la main et le logiciel convertit automatiquement le texte en caractères ASCII. Donc Nebo est vraiment une très très bonne application. Il est surtout conseillé de l'utiliser en ligne afin qu'elle apprenne mieux votre style d'écriture et ainsi convertir avec plus de justesse. Par exemple, on voit bien, j'écris vraiment comme un chat, mais malgré tout la conversion était toujours de bonne qualité. Une fois le texte converti, donc je le sauvegarde sur le cloud, comme ça je pourrai donc le récupérer par la suite sur l'ordinateur et appliquer les corrections depuis Antidote. Enfin, en tout cas, pour tous ceux qui aiment écrire au stylet sur tablette, Nebo est vraiment une très très bonne application. Elle n'est pas donnée, je crois qu'elle coûte 10 €, mais elle en vaut vraiment la peine. Donc ici, j'applique les derniers correctifs. Donc en règle générale, plus le temps passait, moins il y avait de choses à corriger et à actualiser, fort heureusement. Comme d'hab, ensuite, je faisais un petit tour sur le correcteur Antidote, comme toujours, qui lui aussi était de plus en plus clean. On remarque d'ailleurs qu'il y a de moins en moins de répétitions. Le texte, dans son ensemble, se perfectionne, ce qui est plutôt plaisant. Et pour finir, donc, la mise en page sur InDesign, avec là aussi de moins en moins de modifications à apporter. Donc, une fois que le texte relatif à la vidéo est terminé, corrigé, je crée un PDF à partir donc de LibreOffice. Donc, je copie l'ensemble du texte,
dans un document vierge. Et je lui applique donc les bonnes tailles de police, et je crée donc le PDF avec le texte seul. Et donc là va commencer la partie la plus délicate du projet, l'enregistrement. Donc j'exporte ce fameux PDF dans la tablette. Il m'apparaît donc dans une taille tout à fait correcte et agréable à la lecture. Je lance ensuite donc l'enregistreur qui est sur la tablette et commence la lecture. Donc cette partie, comme je le mentionnais, était vraiment difficile pour moi. Difficile et très désagréable. Entre ma gorge qui était asséchée, ces désirs incessants de cracher, le bruit ambulant qui m'obligeait à tout stopper. Bref, une grosse galère. Généralement, donc, je faisais les enregistrements en pleine nuit, vers 1h du matin. C'était à ces moments, donc c'était le plus calme autour de moi. Même s'il y avait toujours des chiens qui braguaient, des mecs en bécane qui passaient en moto, enfin bref. Il y avait toujours des problèmes. Mais en gros, c'était vraiment durant la nuit que j'arrivais à obtenir un silence continu, on va dire. Et ce ne fut pas difficile d'anticiper. Et ce ne lui fut... Putain. Ah. Et ce ne lui fut... Et de plus, j'avais beau connaître en fait l'ensemble du texte, que j'avais relu et relu et relu, et ben je pétouillais sans cesse. Et donc il fallait que je me répète et que je me répète encore. Sur 2 planches majestueuses, au travers d'un séquençage... Sur deux planches majestueuses, sur 2 planches majestueuses, au travers d'un séquençage synoptique. Putain. Putain, ça rase. Sur 2 planches majestueuses, au travers d'un séquençage synoptique, nous voyons cet amas de chair s'agglutiner pour posément se conformer en Tetsuo. Bref, une vraie calamité. Je vous laisse écouter quelques secondes le désastre de ces instants. Bon, fort heureusement, maintenant, ça me fait sourire. Mais vraiment, à l'instant, c'était vraiment une horreur. La réplique de Kaneda est plus en concordance avec son passé. Car lui... Putain, je suis comme un... Mais ce dernier ne porte pas attention à ses sarcasmes et continue de tirer, farouchement. Après une énième tentative, il parvient finalement à mettre un... Putain, je commande ma parole, putain de Sarah. Putain, je commande un fais chier, putain. De plus, cet enregistrement-ci était particulièrement dur. J'avais les oreilles bouchées et j'entendais ma voix d'une façon très désagréable. Enfin, en tout cas, c'était la... Je crois que ça a été l'enregistrement le plus dur des 17 vidéos. Enfin, voilà, quoi. Une grosse galère, une grosse misère, mais ça se termine. Et donc là, comme on le voit, donc ça a duré... l'enregistrement a duré 1h30. Enfin, en tout cas, finir cette tâche représentait pour moi un véritable soulagement. Et d'ailleurs, à partir de maintenant, donc une fois que j'avais fini l'enregistrement, je savais que la vidéo sortirait très très prochainement. Donc j'enregistre le fichier audio dans le cloud pour pouvoir ensuite le récupérer sur le PC. Mais avant de continuer quoi que ce soit, je faisais l'annonce de l'imminente sortie de la vidéo. Donc en fait, je postais la vignette de la vidéo qui accompagnait donc un petit message, et je postais à la fois sur l'onglet communauté de YouTube et sur la page Twitter. Donc là voilà, c'était en gros la petite annonce donc de l'arrivée future de la prochaine vidéo. Et après, donc dans la foulée donc de l'enregistrement, sans plus attendre, je retournais sur Premiere Pro afin de faire donc l'édition de la bande audio. Donc j'ouvre mon projet, j'y importe mon fichier web, je l'incorpore dans ma séquence et donc commence son édition.
À ce moment, en fait, je ne m'occupe absolument pas du visuel, hein. Je fais juste le nettoyage de la bande son. Donc ça consistait surtout à couper toutes les prises qui n'allaient pas, tous les silences, tout ce qui était à jeter, hein, pour ne garder que les bonnes pistes. En fait, je faisais cette tâche juste après l'enregistrement afin de bien me rappeler de toutes les pétouilles que j'avais faites. Comme ça, je faisais les coupures de manière assez rapide, hein. J'étais plutôt efficace, on va dire, dans cette besogne. Donc on se souvient, l'enregistrement avait duré 1h30, et ben en gros, je coupais la moitié. Voilà, il me restait après une bande son de 45 minutes. Et donc 45 minutes, c'était en gros la durée de la vidéo. Ensuite, le lendemain, car là, il faut savoir en fait que je terminais en gros ce processus vers 4h, 5h du matin. Donc le lendemain, donc, je m'attardais au montage en soi, c'est-à-dire à conformer le visuel en fonction de l'audio, pour que chaque image apparaisse au bon moment. Donc le plus souvent, il fallait que je rallonge quelques séquences, modifie certains de leur agencement, rajouter aussi d'autres images, voilà, etc., etc. À chaque fois donc, que je faisais une allusion au passé, donc je récupérais la vignette correspondante, donc je la rééchantillonnais de nouveau sur Gigapixel et l'insérais dans la vidéo sous forme d'un travelling. Voilà, par exemple ici, donc Tetsuo contemple l'apparition de son bras droit avec le même regard, hein, que lorsqu'il a été déchiqueté par Sol. Je trouvais ce parallèle intéressant. Et donc, vu que je le mentionne sur le texte, il fallait aussi donc que je le rende visible sur la vidéo. Donc très souvent, il me manquait des images, hein. Et donc là aussi, je les récupérais depuis l'archive du manga, les agrandissais et les insérais dans la vidéo. En fait, la première sélection donc, que j'avais faite en tout début, hein, était en fait, je l'avais donc faite sans n'avoir rien écrit. Et donc il fallait sans cesse que je rajoute de nouvelles images. Et qu'après, il fallait donc que je me conforme avec le texte final, on va dire. En tout cas, le plus important dans ce processus, c'était vraiment de corréler donc, les images à la bande-son, afin d'obtenir une bonne correspondance. Je me permettais aussi de temps à autre de faire de petites animes simples, afin de faire apparaître l'image, qui faisait référence au passé, hein, comme ici, afin d'accentuer le parallélisme que l'on peut ressentir entre Tetsuo mutant et son visage de nouveau-né. Un détail que je trouvais super important. Donc globalement, c'était un travail assez fastidieux, hein, qui me prenait quasiment toute la journée. Mais je tâchais de le faire en une seule traite, afin de garder un bon réflexe et une bonne dynamique dans la production. Je devais sans cesse remettre les doigts dans les archives, car en fait, plus le temps passait, et plus l'analyse faisait référence au passé, et donc plus je devais puiser dans les tomes antérieurs afin de récupérer les images nécessaires. Donc de temps à autre, il fallait que je retourne sur Photoshop, hein, afin d'apporter certaines corrections à ces nouvelles images. En fait, même lors du montage, j'étais toujours balancé entre divers logiciels, hein, afin d'être optimum dans mes tâches. Fort heureusement aussi, donc je connaissais parfaitement tout mes répertoires sur le PC, donc je savais très bien chaque fois où est-ce qu'il fallait que je me rende, pour trouver l'image adéquate, la retravailler, pour ensuite l'insérer dans le projet final. Une fois le montage terminé, donc j'insérais les fondus enchaînés entre chaque vignette, hein, afin de rendre leur lecture plus douce. Et ici, je me confrontais à un problème perturbant. En fait, donc le fait de rajouter ce fondu enchaîné modifiait la position des clés d'animation entre chaque vignette. Donc il fallait une par une que je repositionne ces clés au bon endroit. Un travail barbare qui me prenait quasiment 30 minutes. Une véritable horreur. J'en ressortais totalement épuisé. Bref, une fois fini, donc je m'occupais du visuel concernant la conclusion et l'introduction de la vidéo. Donc la conclusion, généralement, ça se concentrait sur la présentation de la prochaine vidéo, donc de la prochaine vignette. Et l'introduction me permettait surtout de positionner le récit dans sa chronologie, en rappelant brièvement que je m'étais arrêté antérieurement. Une fois tout terminé, donc je regarde l'ensemble de la vidéo depuis première, afin de déceler toute éventuelle erreur. Si tout est OK, donc je sélectionne l'ensemble de la vidéo, donc j'imbrique en une seule bande son, afin d'avoir une seule séquence, et je modifie donc ce volume global, et j'applique un filtre denoise, afin de rendre l'écoute finale un peu plus agréable. Voilà, en gros, c'était la seule
modifications que j'apportais à l'audio. Ensuite, donc, il ne me reste plus qu'à compiler la vidéo. Donc, en règle générale, j'utilise les paramètres de sortie qui offraient le meilleur rendu en termes de qualité, donc en 1920 par 1080 pixels et à 60 images par seconde. La compilation pouvait parfois prendre près d'une heure. Donc une fois ce processus terminé, je regardais l'ensemble de la vidéo finale sur le player de mon PC, afin de voir si tout allait bien. Donc pour cette présente vidéo, tout allait bien, donc pas de modifications à faire, mais des fois en fait je devais apporter des modifications, voilà, ce qui était assez pénible. Mais dans ce cas présent, ça ne s'est pas produit. Après ça, il ne me restait plus qu'à uploader la vidéo sur YouTube. Donc je rédigeais le titre, la description, en précisant bien sur quel chapitre allait se concentrer l'analyse, et tous les autres détails complémentaires. J'importais aussi la vignette de la vidéo, que j'avais déjà créée auparavant. Je copiais-collais les tags, définissais la date de sortie, les catégories, bref, tous ces paramètres propres à YouTube. Après ça, je m'occupais donc de la traduction du titre et de la description, afin qu'ils puissent apparaître en anglais, en espagnol et en japonais. Donc là aussi, en fait, j'utilise directement Google Translate pour obtenir donc les textes dans les langues souhaitées. Pendant que l'upload de la vidéo se faisait, donc là pareil, l'upload ça pouvait durer une demi-heure, une heure, ça dépend de sa taille. Donc je crée une petite vidéo d'1 minute, comme une sorte de présentation, afin de la mettre dans les réseaux sociaux. Donc pour celle-ci, en fait, j'avais choisi le moment où je parle de la page titre avec Canada. Il fallait bien que cette bande-annonce fasse moins d'1 minute, car en fait sur Instagram, je ne pouvais pas mettre des vidéos supérieures à cette durée. Donc une fois l'upload terminé, je m'attelle aux sous-titres. Donc dans un premier temps, donc, je rédige le texte en fait que je dis. En fait, elle n'était pas écrite, je l'ai récité à l'improviste durant l'enregistrement. Donc pareil, je rédige, je corrige les fautes sous antidote, mais n'apporte pas trop de corrections, car en fait, il faut vraiment que le texte soit conforme à ce que j'ai dit lors de l'enregistrement. Et donc ensuite, dans la section traduction de YouTube, je copie l'ensemble du texte en français, et Google fait sa sauce. Donc en gros, il corrèle en fait le texte du sous-titre avec l'audio de la vidéo. Donc c'est un processus qui peut être plus ou moins long. Mais une fois fait, là aussi, il faut que je me replonge dans la vidéo, que je regarde de nouveau toute la vidéo, afin de vérifier si la concordance est correcte entre l'apparition des sous-titres et l'audio de la vidéo. Donc très souvent, il y a des petits décalages que je dois corriger. Comme on voit ici, très souvent, il faut décaler un peu la bande audio, afin qu'elle corresponde à la vidéo. Ensuite, je revisionne donc l'ensemble de la vidéo, afin de voir si tout est OK par rapport aux sous-titres. Voir s'il s'affiche ou non. Donc là aussi, c'est plutôt une tâche rébarbative, mais nécessaire. Bon, il faut quand même savoir qu'en règle générale, la synchronisation offerte par Google est assez correcte. Donc une fois terminé, il me reste à appliquer donc les traductions des sous-titres dans les différentes langues proposées, c'est-à-dire en anglais, en espagnol et en japonais. Donc en fait là c'est assez cool parce qu'en fait j'ai juste à dire à YouTube qu'il traduise en fait le texte original dans la langue désirée. Donc ça c'est vraiment un outil très pratique offert par YouTube. Autre petit point, donc l'ajout de la vignette en fin d'écran. En fait, donc sur les vidéos YouTube, les 20 dernières secondes de la vidéo, on peut rajouter des vignettes qui renvoient vers d'autres vidéos. Donc là, en l'occurrence, je redirigeais vers les premières vidéos de l'analyse. Et pour finir, je mets quelques fiches qui apparaîtront à certains moments de la vidéo, afin là aussi de soumettre à la fois la playlist de l'analyse et d'autres vidéos relatives à celle-ci.
Je pense aussi à faire un tour vers l'onglet monétisation, hein, donc de YouTube, parce qu'en fait YouTube ils ont vraiment tendance à mettre plein de pubs sur les vidéos. Donc là j'élimine tout ça et je me limite généralement à l'apparition de 2 ou 3 spots publicitaires durant l'ensemble de la projection. Voilà, petite vérification finale, et je peux enfin donc mettre la vidéo en ligne. Voilà donc pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout. Donc en fait, ouais, donc j'ai eu quand même pas mal d'absence. En fait, on va dire que pendant 5 mois là, donc j'avais mis en ligne la 17e vidéo et dernière vidéo donc de l'analyse en novembre. Et donc jusqu'à très récemment, en fait, j'ai effectué donc la correction intégrale de l'analyse. Donc ça m'a pris 5 mois. J'ai effectué 6 relectures donc, de l'analyse, 6 relectures intégrales. Donc ça a été assez long et fastidieux, mais je pense être arrivé à un résultat assez satisfaisant. Donc maintenant, je vais m'attacher à l'écriture de la conclusion. Donc là aussi, je ne peux rien promettre, hein, parce que c'est très chaotique et sporadique, donc on verra quand est-ce que ça sortira. Enfin, en tout cas, ça sortira. Dans tous les cas, merci encore d'être là. Et donc, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.